Bienvenue au site de Mont-de-Marsan, Périgueux, Agen et Pau, qui est en visioconférence avec nous. Donc bienvenue à l'ESPE d'Aquitaine, qui pour sa boussole mensuelle donc, a le grand plaisir d'accueillir deux intervenants, dont l'un qui est, je crois, qui est assez connu de la formation en ESPE, puisqu'on peut le faire participer à des formations, notamment sur la demande scolaire. Alors je présente Florence Cablot, qui est animatrice d'un groupe d'orthophonistes et de psychomotriciennes dans le sud de la Gironde. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Daniel Roy, donc psychiatre et psychanalyste à Bordeaux et secrétaire général de l'Institut psychanalytique de l'enfant. Alors je vais relire tout bêtement la présentation de cette boussole qui vous a fait vous-même venir à l'écoute de nos deux intervenants de cette soirée. Donc une présentation à deux voix, une fois n'est pas coutume. En général, on a un intervenant, on va dire spécialiste. Là aussi, sans que le choix que nous faisons à l'ESPE soit de penser que ce spécialiste est l'unique expert. Je pense qu'on ne peut pas se targuer d'être l'unique expert d'une question aussi importante finalement, et puis aussi vaste que celle qui nous intéresse ce soir, celle de l'autisme. Mais cette présentation à deux voix aura le mérite en fait d'avoir un éclairage très praticien, très pratique, d'une personne qui accueille depuis de nombreuses années des enfants autistes ou diagnostiqués autistes ou des adolescents, leurs parents et bien souvent leurs enseignants. Et puis avec Daniel Roy, une personne qui depuis une quarantaine d'années, je crois, est dans ce milieu, donc dans l'écoute et l'aide auprès de ces enfants adolescents et des parents et des enseignants pour arriver à inclure, alors à la fois dans les apprentissages scolaires mais à la fois aussi dans la vie de tous les jours, des enfants qui sont diagnostiqués autistes. Alors nous verrons, je lis là, nous verrons comment nous avons chacun à nous laisser enseigner par l'enfant autiste pour apprendre sa logique et sa langue. Et c'est peut-être ce point de décentrage ou de décalage qui nous a paru intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici d'avoir une façon toute faite, toute prête en fait d'envisager ce qu'on appelle autisme et puis de le traiter de manière finalement radicale ou unicitaire ou universelle, mais bien au contraire d'apprendre de l'enfant autiste aussi ce décalage. Une situation clinique de prise en charge par Florence Cablot donc permettra de converser sur ces différents points en suivant pas à pas les trouvailles cognitives et surprenantes d'un enfant autiste. C'est à cette condition que l'accueil inclusif de l'enfant est possible en milieu scolaire pour le plus grand bénéfice de l'enfant, de la classe et de l'enseignant. Alors juste avant de laisser la parole à nos deux intervenants, peut-être d'abord à Daniel Roy. Enfin, on a eu avant que la conférence ne commence une discussion qui m'a semblé moins intéressante parce que dans notre discussion, il y avait un écho avec la boussole de la fois dernière, qui était celle sur l'allophonie. Et on avait fait référence à Claire Benveniste, qui est une grammairienne qui nous a quittés en 2010, mais une grammairienne assez réputée dans l'Europe entière, et qui a travaillé dans les années 85 sur ce qu'on appelait alors le handicap linguistique, et qui n'est autre que ce que l'on appelle aujourd'hui l'illettrisme, qui n'est pas un handicap au sens où c'est quelque chose qui serait du handicap personnel, mais qui est plutôt la conséquence, en ce qui concerne l'illettrisme, d'une sorte de précarité socio-économique et socio-culturelle. Donc ça n'a rien à voir entre l'autisme et l'allophonie, n'allez pas faire de procès là-dessus, il n'y a strictement rien à voir. Mais ce qu'il y a à voir, c'est que Claire Benveniste avait cette phrase, moi, qui m'a vraiment marqué, en disant dans les années 85, donc au moment où en fait on fait rentrer, on veut avoir l'horizon 80% d'une classe d'âge au niveau baccalauréat, alors qu'on n'est qu'à 25% d'une classe d'âge en 1985, et elle dit, ayant travaillé sur les enfants de migrants, qui là aussi n'ont rien à voir avec l'illettrisme, mais qui sont eux-mêmes allophones, elle dit la chose suivante. En fait, les enfants de migrants, qu'on appelle désormais allophones, ont servi à nous montrer que si le système scolaire est mal fait pour eux, c'est que peut-être il est mal fait pour tous. Et donc dans l'idée de l'accueil des enfants autistes, de ces enfants qui ont quelque chose aussi à nous enseigner pour que leur inclusion soit réelle, à nous, à savoir comment inclure tout enfant, et notamment ces enfants autistes, il y a, de ma part, je crois, ce point de connivence entre la boussole du mois passé et la boussole qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors je me tais car je ne connais strictement rien à cela, donc je vais, je crois, beaucoup apprendre de cette boussole. Merci encore à vous deux. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir, et puis donc je vous laisse la parole pour cette petite heure de présentation. Merci. Merci beaucoup, professeur Pierre Escudé, qui nous accueillait aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci aussi à votre collègue Magdalena Corrudias, qui n'a pas pu
être ici pour des raisons personnelles, mais qui avait été aussi à l'initiative de cette proposition et à laquelle nous avons répondu, je crois, avec enthousiasme, n'est-ce pas, Florence, dans la mesure où il s'agissait de dialoguer effectivement avec des enseignants, des enseignantes, surtout des enseignantes, je vois, sur l'inclusion, l'accueil d'enfants dits autistes dans la classe. Qu'est-ce que cela implique de la part de l'enseignant? Qu'est-ce que ça implique pour l'enfant lui-même, qui se trouve à ce moment-là dans une situation nouvelle, et quelquefois très angoissante pour lui? Quelles sont les modalités d'accueil? Comment se disposer pour être, disons, au plus près, à la fois de pouvoir soutenir le travail qui est celui de l'enseignant, c'est-à-dire de transmettre un savoir, de l'apprentissage, et en même temps de faire la place à des modalités, une modalité d'apprendre, une modalité cognitive qui est tout à fait singulière. Alors, on pourrait dire qu'elle est singulière aux enfants autistes, mais je crois qu'il faut surtout prendre la mesure que les modalités cognitives et relationnelles sont singulières à chaque enfant autiste. Alors, cette formule n'est pas une formule, disons, passe-partout, de l'ordre, il faut prendre, chaque enfant a droit à une attention particulière, etc., etc. Ça fait partie du travail de chacun d'entre nous, de vous comme enseignant, de Florence et de vos collègues comme orthophonistes, que moi comme praticien, comme psychiatre, que ce soit en institution ou en cabinet. L'attention singulière à avoir auprès de l'enfant autiste est fondamentale parce que c'est la seule voie que nous ayons pour rencontrer l'enfant autiste. La seule voie, la seule boussole, pour reprendre cette expression très, très heureuse qui est proposée par cette soirée et par Pierre, la seule boussole, c'est effectivement d'apprendre leur langue. D'apprendre, au fond, comment se structure déjà au moment où nous recevons l'enfant, comment est déjà structuré de façon quelquefois très étrange, surprenante, son rapport au monde, son rapport aux objets, son rapport aux êtres humains, son rapport aux animaux souvent, et son rapport aux objets du savoir. Vous verrez que nous insisterons sur un point particulier, sur l'importance pour les enfants autistes, ça c'est de façon un peu générale, de la fonction de la lettre, et c'est fondamental aussi évidemment pour l'accueil dans une école, pour une raison simple. En effet, la lettre, l'écriture, tout le système d'iconographie, les images, les systèmes fermés, un livre, un dessin animé, une unité dans une feuille, etc. Et pour l'enfant autiste, quelque chose de très rassurant parce qu'il y a un début, il y a une fin qui ne dépend pas de lui, et d'autre part, la lettre est quelque chose qui ne passe pas par la parole, qui ne passe pas parce que, vous le savez certainement, enfin je crois que chacun le sait, même si on ne s'arrête pas toujours sous cette dimension, mais dans la parole, il y a toujours une dimension d'intimation, il y a toujours une dimension impérative, qu'on le veuille ou non, en particulier auprès des enfants. Cette dimension impérative est, nous le constatons, insupportable, que les enfants connaissent, ce qu'on appelle les consignes, ce qu'on appelle les choses simples, est insupportable à l'enfant autiste qui se défend par rapport à cela. Et c'est cette défense, de la même façon que ses trouvailles personnelles, qui constituent ces bizarreries, ces étrangetés qui ont surpris les parents quand ils étaient petits, qui surprend les enseignants, qui a surpris les praticiens et toujours encore, qui sont amenés à les accompagner, à les accueillir dans des centres de soins, ou dans des prises en charge individuelles.
Je peux prendre, avant de dialoguer avec Florence sur cette question, je voulais vous parler d'un témoignage extraordinaire, enfin que moi-même je trouve extraordinaire, d'un enfant autiste et de son père qui ont écrit un ouvrage et réalisé un film qui s'appelle Une vie animée. Une vie animée, le titre de l'ouvrage en français, et le titre du film en anglais, Life Animated. L'auteur en est le père de l'enfant, Ron Suskind, Ron R-O-N, Suskind S-U-S-K-I-N-D, qui est un grand journaliste du New York Times, qui maintenant qui préside un comité d'éthique d'Harvard. C'est un grand monsieur, très sympathique et très, très simple de contact, qui a été confronté à l'autisme de son fils Owen. Comment a-t-il été confronté à cet autisme ? Cet enfant était un enfant qui était passionné par les dessins animés quand il était enfant, très tôt, dès l'âge de 2 ans. C'est un enfant qui parlait. Et à 3 ans, la famille a déménagé. Il y avait dans cette famille un frère aîné et 2 garçons, donc Owen et son frère. Et juste à la suite du déménagement, cet enfant a arrêté de parler. Ses derniers mots ont été lors d'un combat à l'épée avec son père, au milieu des feuilles d'automne, en se roulant dans les feuilles d'automne, en disant « Moi, je suis Peter Pan, tu es le capitaine Crochet ». Et après ça, il n'a plus parlé. Les parents ont été évidemment catastrophés par ce moment-là, ont consulté beaucoup de spécialistes, on a constaté ce fait, ce mutisme absolu, le retrait, et surtout le mouvement de retrait extrêmement important de cet enfant qui s'est replié sur lui-même. Et la maman ou le papa dans le film témoignent, disent « mais c'est comme si on avait tué notre enfant ». C'est comme si cet enfant, Owen, qui existait, n'était plus là, comme s'il avait disparu. C'était très fort et je crois que ça dit bien ce à quoi peuvent être confrontés les parents face à cette situation. Cet enfant a continué à s'intéresser aux dessins animés de façon, en fond, comme on le dit en psychiatrie, stéréotypée, mais est-ce que ça dit beaucoup de choses de dire stéréotypé ? De façon, disons, extrêmement répétitive, il s'est intéressé à tout le corpus de dessins animés de Walt Disney, et c'est très important. Et dans ce corpus, il s'est spécialement intéressé aux personnages secondaires. Vous savez, dans les contes, il y a le héros toujours, et puis il y a les auxiliaires qui viennent, qui arrivent, qui viennent aider, qui viennent introduire quelquefois une dimension un peu humoristique. Enfin, les films de Walt Disney, c'est ça. Il y a le côté, il y a toujours le phacochère et les suricates avec le roi lion, enfin, qui sont là. Et alors ici, il est intéressé, mais de façon extraordinaire, c'est-à-dire il était capable d'imiter absolument la voix et tous les dialogues de ces personnages secondaires dans un système autistique. C'est-à-dire que ça ne lui permettait pas d'entrer en communication, c'était pas le savoir comme un enfant qui saurait ça bien et qui pourrait en parler avec d'autres, pas du tout. C'est un système autistique au sens simple du terme, de repliement, d'encapsulage. Bon. Et puis un jour, la maman, alors que il est en train de visionner La Petite Sirène, vous connaissez tous et toutes La Petite Sirène, moi je crois que je ne l'ai jamais vue, l'entend dire au moment... Ça ne va pas. Bon. Il faut que je parle plus fort, peut-être. Les micros sont rapprochés. Très bien. La maman l'entend dire au moment où
la sorcière, enfin c'est pas la sorcière, il y a une méchante dans l'histoire, lui demande de donner sa voix pour qu'elle puisse rentrer dans le monde humain. Il y a une chanson qui dit « Just your voice » à la fin du couplet, « Just your voice ». Et la maman entend Owen dire « Just your voice, just your voice, just your voice, just your voice », de façon comme ça, écolalique d'une certaine façon. Elle entend, elle se dit « Mais tu dis just your voice ». Et Owen dit « Oui, juste ma voix ». Et là, le contact est établi, réétabli entre cette maman et cet enfant, parce qu'elle a entendu que ce garçon se servait des phrases toutes faites de ces personnages secondaires des dessins animés pour dire quelque chose de la situation qu'il vivait. Et à partir de là, le papa a eu l'idée de faire intervenir un autre personnage secondaire, qui je crois est le perroquet dans Aladdin, que je n'ai pas vu non plus, j'ai beaucoup de retard sur mes Walt Disney, et il a fait parler ce perroquet, et Owen lui a répondu au perroquet en disant comment je peux vous dire ce dialogue, parce qu'il est assez extraordinaire, hein, voilà. Ce perroquet s'appelle Iago, le papa, voilà. Puis soudain, une idée me vint. Être Iago. Qu'est-ce que dirait Iago? Je fis dépasser la marionnette, il y avait une marionnette Iago du coin du lit, et il dit, en imitant au mieux l'acteur qui double. Hein. Alors, Owen, ça roule? Moi, je ne sais pas comment il dit ça. Enfin, qu'est-ce que ça fait d'être toi? Et soudain, il voit Owen, c'était comme s'il venait de tomber nez à nez avec un vieil ami. Owen répond, « Je suis malheureux, je n'ai pas d'amis. Je ne comprends pas ce que les gens disent. » Je n'avais plus entendu cette voix si naturelle et fluide, cette manière de converser, depuis ces 2 ans. Je parlais avec mon fils pour la première fois depuis 5 ans, ou du moins Iago le faisait. Voilà. Surtout rester dans le personnage, se dit-il. Alors, Owen, quand est-ce qu'on est devenus si bons amis? Eh bien, quand j'ai commencé à regarder Aladdin en boucle. Tu me faisais tellement rire. Tu es si drôle. Voilà le dialogue, donc. Et ce papa, donc, fait reconnaître ce type de travail auprès des thérapeutes de son fils, a donné à cette méthode de travail avec un enfant le nom d'Infinity Therapy, voulant dire par là que, avec un enfant dit autiste, il est extrêmement intéressant de travailler à partir de ses affinités propres, déjà quelquefois bizarres, je répète, mais qui sont déjà des constructions très importantes pour tenter d'attraper quelque chose de son expérience subjective qui a été extrêmement perturbée par sa situation d'enfant autiste. Alors, nous allons essayer de faire entendre aussi une expérience, non pas équivalente, parce que c'est une expérience professionnelle, puisque depuis quelques années, je travaille avec Florence Cablot, qui est orthophoniste, et avec des collègues, elle a eu l'idée de créer un groupe de travail et de recherche avec des collègues orthophonistes, psychomotriciennes, dans la mesure où elles étaient confrontées à l'accueil, elles aussi, non pas dans une classe, mais dans leur pratique privée, de familles qui s'adressaient à elles ou à eux pour accompagner leur enfant avec des très grandes attentes, ces enfants étant d'ailleurs soit pris en charge dans des centres de jour, soit dans d'autres structures, ou bien pas du tout, enfin, ou bien qu'à l'école pour la plupart, on le verra avec la petite Louise. Et une des premières situations que nous avons travaillé ensemble, je crois, oui, c'est, nous avons travaillé, réfléchi ensemble sur ce qui se passait pour la petite Louise qui a 5 ans.
Alors, ce que je vous propose, c'est assez simple. Nous allons dialoguer ensemble, comme nous le faisons dans ce groupe. Florence va exposer, et puis on va scander cette exposition. C'est une exposition d'un travail, c'est une exposition dans laquelle la praticienne est impliquée. Ce n'est pas une observation, vous allez voir. Ça, c'est très important. Au départ, c'est une observation en 2 mots, dans présentation, et puis ensuite, on entre dans le vif du sujet et nous allons dialoguer. Et si c'est possible, nous pouvons aussi dialoguer avec vous à chaque étape. Je ne sais pas si c'est possible, mais parce que c'est important que les choses soient entendues, disons, d'une façon correcte, c'est-à-dire respectueuse du travail de Florence et respectueuse de Louise et de ses parents. Je vous passe la parole. Merci. Voilà. Donc, je vais vous parler de ma rencontre avec Louise. Quand je la reçois la première fois, elle a 5 ans et elle est en grande section. Elle a suivi une scolarité classique, mais très silencieuse. Ses parents consultent à la demande de la pédopsychiatre pour ce qu'elle nomme mutisme extrafamilial. En dehors de la maison, on n'en entend pas. L'intitulé de la prescription du médecin psychiatre étant « Séance d'orthophonie pour thérapie de la communication », ce qui n'est pas banal, comme prescription d'orthophonie. Enfin, comme intitulé, en tout cas. Ah, pardon. Vous m'entendez ? Voilà, ça ira. C'est bon, c'est bon. En classe, elle fait les activités qui lui sont demandées, mais ne prend jamais la parole, ni avec ses pairs, ni avec sa maîtresse. Elle reste en retrait, paraissant occupée à autre chose que ce qui se passe autour d'elle. Si l'enseignante la sollicite, elle ne répond pas. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais elle manifeste de l'angoisse ou de la colère si la demande est trop forte. Ça, c'est le plus mauvais, le pire des cas. Cependant, sa maîtresse s'apercevra assez rapidement que Louise entre dans les apprentissages aussi vite que les autres, sans toujours accepter de montrer ce qu'elle sait. Elle entend, elle enregistre, elle apprend, mais elle ne redonne rien, elle ne redonne pas ce qu'elle sait, elle ne montre pas. Quand elle est à la maison, elle échange beaucoup, verbalement, avec sa sœur aînée, Mariette, et ses parents. Mais son langage est parfois peu diversifié, souvent fait de phrases qu'elle a entendues. Comme le disait le docteur Roy tout à l'heure, Louise utilise des paroles de ses parents, des fragments de textes de livres, qu'elle plaque sur des situations. Mais c'est toujours à bon escient, ça correspond à la situation. Mais ça n'est pas sa parole. En fait, Louise ne prend pas le langage à son compte. Ses parents la décrivent comme une fillette renfermée, en dehors des moments partagés avec sa famille. Une enfant qui a besoin de tout maîtriser, qui a beaucoup de difficultés à répondre à la demande. Et quand elle y répond, c'est avec un temps de latence, et ça peut être long. Tout ce qui est imprévu est insupportable pour elle, et elle ne peut pas dire ce qu'elle ressent. Voilà ce que je retiens de l'entretien avec les parents la première fois. Là, c'est avec les parents qui me décrivent ça. Voilà, et au fond, je crois que nous entendons une présentation qui déjà indique plusieurs choses. Cette difficulté par rapport à ce qui est demandé, que j'évoquais tout à l'heure, le fait disons, une grande prudence. C'est entre la méfiance et la prudence par rapport à ce qui est demandé, qui n'empêche pas l'enfant d'être réellement attentive à ce qui circule, la preuve en étant, bien entendu, les phrases, et quelquefois coupées, entrecoupées ou entières,
qu'elle retient et dont elle peut se resservir à d'autres moments dans des situations où elle en a besoin. C'est très important parce que ces phrases répétées, vous savez, peuvent rentrer dans la catégorie, facilement dans la catégorie de ce que, là aussi, la psychiatrie a appelé l'écholalie. L'écholalie, ça peut être pris à la fois comme un symptôme quasiment déficitaire. Elle répète toujours la même chose, mais ça peut être aussi accueilli comme une élaboration de l'enfant avec la chose entendue, une façon de traiter la chose entendue pour essayer de l'intégrer à son monde et en faire quelque chose pour, avec ce double mouvement, en faire quelque chose pour dire quelque chose de la situation et en même temps s'en défendre. Car on a souvent ce double mouvement en même temps pour l'enfant autiste, et c'est ce qui peut déconcerter. C'est pour ça que c'est important, quand on reçoit l'enfant, encore une fois, que l'on soit praticien ou que l'on soit enseignant ou éducateur, c'est important de ne pas se laisser trop déconcerter par ce mouvement qui, quelquefois, met à distance, mais même physiquement, si on s'approche trop près, ça va y avoir des réactions d'angoisse, comme vous disiez. Voilà, ça c'est important. Alors, l'autre point important, et certainement fondamental, c'est que, bien sûr, quand on entend un enfant autiste qui rentre comme ça dans le langage, qui est déjà... Elle parle, c'est que, évidemment, c'est une parole un peu différente. Un enfant qui rentre dans le langage crée la langue. Se saisit, bien entendu, des choses qui sont transmises, mais se saisit de ce qui passe pour, en même temps, créer sa langue. L'enfant autiste se sert de ce qui se passe pour créer, disons, un cadre particulier à ce qui pourra advenir un jour de sa propre langue. Ce besoin de tout maîtriser, c'est ça. C'est une façon c'est pour ça que les parents disent ça, besoin de tout maîtriser, parce qu'au fond, précisément, elle ne maîtrise rien. Parce que précisément, tout ça circule, tout ça la percute. Et que donc, il faut absolument, avec les éléments qu'elle a à sa disposition, et comme nous tous, le langage, mais quelquefois beaucoup d'autres éléments, les objets qu'il y a, on va voir, les objets qui l'entourent, la grande sœur, et puis on va découvrir aussi un autre élément fondamental, à la fois se protéger et découvrir des choses nouvelles. L'imprévu aussi, ça c'est très important. L'imprévu n'a pas vraiment sa place. C'est très compliqué. Et c'est notamment, vous l'avez entendu tout à l'heure quand j'ai évoqué avec Owen le déménagement, cette modification qui soudain déclenche l'autisme de l'enfant. On a très souvent dans les histoires d'autisme précoce des situations de ce type. On a confié l'enfant à un moment donné à quelqu'un. Il est resté à la crèche. Ce premier jour, on l'a confié à une nounou, on l'a confié à une amie. Et soudain, quand on retrouve l'enfant, les parents disent il n'est plus le même. Et donc, c'est qu'effectivement, la situation nouvelle, imprévue, qui n'est pas dans les coordonnées préalables, est très difficile à intégrer par l'enfant autiste et qu'il lui faut un travail peut-être plus important que d'autres enfants pour l'intégrer. Nous allons voir maintenant comment Florence rencontre Louise, ou plutôt comment Louise rencontre Florence. Tout ça. Les deux étant frères. Alors, lors de notre première rencontre, Louise entre et se couche sur le tapis. Je m'assois au sol à côté d'elle, en prenant soin de ne pas être trop près. On sait, là, je le sais maintenant par expérience, mais c'est décrit par ailleurs que voilà, la proximité physique est difficile pour les enfants autistes. Ses parents m'ayant parlé de son goût pour les puzzles, je lui en propose un. « J'y arrive pas », me dit-elle sans un regard pour le jeu, ni pour moi, ni pour le jeu. Mais elle se lève cependant pour aller explorer l'espace où se trouvent les autres puzzles.
Et là, je l'entends dire « Oh, le petit chat !» Elle saisit un puzzle qui représente une chambre d'enfant, où dort un chat, roulé en boule près du lit. Et elle le construit avec plaisir, sans un mot, et surtout sans mon aide. Nous ne le savons pas encore, Louise et moi, mais elle est en train d'entamer le travail de rencontre. Par la médiation de ce chat, qui la représentera, elle va entrer en contact et en communication. Il lui permettra à l'avenir de parler d'elle, de ce qu'elle vit. Je vais juste expliquer ça peut-être. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais me parler d'elle à la première personne en me disant Héloïse, au départ en tout cas. Elle parlera du chat qui, quand je l'aurai compris, me permettra de savoir ce qu'elle vit elle, parce que ce chat, c'est elle. Je vous expliquerai la suite peut-être. Oui, c'est vrai qu'il y a le moment de la rencontre, on le voit bien, quoi. La rencontre, c'est avec ce puzzle du chat, la chambre d'enfant plus le chat, une chambre d'enfant plus un chat. Là aussi, on comprendra après l'importance de ça. Ça fait tilt pour Louise. Elle ne donne pas d'éléments pour saisir pourquoi ni comment, mais c'est le cas. Et au fond, vous saisissez à ce moment-là quand même l'importance de la chose, puisque c'est vraiment son initiative à elle. Et ça, c'est assez fondamental. Quelquefois, il faut attendre encore plus longtemps oui. pour qu'une initiative pareille arrive. C'est donc que cet enfant était d'une certaine façon en attente de cette proposition qui lui est faite, et elle s'en saisit. Hein. Le chat qui dort, roulé en boule. Hein, c'est quelque chose de fondamental. Je poursuis. Oh, oui, je crois que tout le monde souhaite que vous poursuiviez. Donc, pendant plusieurs rencontres, Louise va être le chat. Elle entrera dans la pièce à quatre pattes. Elle s'adressera à moi en miaulant, me montrera ses griffes si je m'approche. J'accepte un temps ce mode de communication. Je lui dis cependant que je ne comprends pas bien le langage chat. Et puis un jour, elle entre en déclarant « Le chat, il s'appelle Tigresse ». Il s'agit en fait de la chatte que ses parents lui ont offerte peu avant le début de nos séances. La veille, Tigresse a eu la patte cassée. Elle marche sur 3 pattes. Mais Louise n'en dit rien, ce sont ses parents qui m'en parlent. Je n'avais pas entendu parler de ce chat avant. Donc ce chat qui marche sur 3 pattes, cet événement a dû bousculer Louise suffisamment pour marquer un tournant dans nos séances. Car peu après, Louise entre et se couche en boule par terre et dit « C'est le petit chat qui dort ». Enfin, pense à l'autre petit chat, celui du puzzle. J'accuse réception de ce qu'elle me dit en dessinant un chat couché et j'écris sa phrase en dessous. Elle est en grande section, elle ne sait pas lire, hein. Mais elle regarde attentivement et n'exprime rien. Mais par contre, elle regarde. Elle a l'habitude de me voir prendre des notes, ça l'intéresse pas plus que ça, mais ce jour-là, elle vient voir. Elle vient voir ce que j'ai dessiné, elle vient voir ce que j'ai écrit. Ce que vous avez écrit, là. Oui, ce que j'ai écrit. Donc elle ne n'exprime rien, mais la fois suivante, quand elle entre, elle arrive, elle dit « Je vais faire un petit chat ». Et elle s'installe, très déterminée, avec une feuille et des crayons, pour ce qui sera son premier dessin en séance. On peut peut-être s'arrêter là, parce que là, on rentre dans un nouveau... il va y avoir une nouveauté, il va y avoir un nouveau chat qui va arriver, si je comprends bien. Mais il me semblait important de souligner que le chat, quand elle se couche par terre, là en boule, après quand même cet événement justement qu'il y a eu dans sa vie, c'est-à-dire le fait que sa chatte Tigresse a été accidentée, on voit que c'est ça qui lui permet de faire advenir ce chat à l'existence auprès de vous. Tigresse se met à exister en dehors de la famille à partir de cet accident. Ça, c'est quelque chose de
de tout à fait nouveau, ce qui est quand même pas rien. Et puis, au fond, on a l'impression que ce chat se met à condenser à la fois Tigresse, à la fois le chat du puzzle et Héloïse elle-même. Oui. Au fond, C'est ça. c'est comme une condensation Ouais. extrêmement rigoureuse, là aussi, d'un mécanisme, là aussi cognitif, très pratique, on va dire, pour l'enfant, de condenser ensemble des éléments disparates autour de ce terme de chat, ce mot de chat. Autour de ça vont se rassembler des éléments extrêmement divers. Et ça, c'est un outil à la fois cognitif et à la fois pour se situer dans le monde, extrêmement précieux pour elle, auquel vous rajoutez l'écriture du chat. Du chat. Mhm. Vous écrivez donc chat. Je vais, voilà. Vous écrivez la phrase, c'est le petit chat qui dort. Voilà, c'est-à-dire que vous y mettez votre grain de sel. C'est ça. Qui va produire quelque chose aussi. Son dessin. Oui. Donc, après que moi-même j'ai dessiné ce chat, elle va faire son premier dessin. Donc, elle s'installe, elle fait ce premier dessin. Elle représente un chat debout, qu'elle colorie en jaune. Pas banal. Longtemps, son chat aura cette même couleur, cette même position, comme figée sur la feuille. Elle s'applique à représenter les yeux avec précision, au cil près, et me le fait remarquer. Et moi, ce que je vois dans son dessin, c'est que le seul signe de vie, ce sont les yeux, justement. C'est là qu'elle loge quelque chose de vivant dans son chat. Il a l'air assez figé comme ça, assez crispé, assez raide, assez, voilà, pas très vivant, mais dans les yeux, oui, il y a de la vie. Et elle, justement, me fait remarquer qu'elle s'applique beaucoup pour dessiner les yeux. Dans nos échanges, elle commence alors à supporter le regard. Mais les jours où elle est angoissée, je note qu'il est préférable de me tenir de profil et de lui parler très, très doucement. Parfois même, je parle sans m'adresser directement à elle pour commenter ses dessins, en utilisant la troisième personne. Par exemple, je lui dis « Tiens, Louise a fait de très grands yeux à son chat ». Comme ça, elle accepte mes interventions, le plus souvent. Mais si je la dérange, elle me lance un « occupé » rédhibitoire. Donc, elle dessinera beaucoup de chats. Ça dure longtemps. Hein. Combien de temps? Plusieurs mois. Plusieurs mois. C'est toujours le même chat. Oui. Avec précision. Oui. Ça, ça, on ne saurait pas faire comme ça. Hein. Donc moi, je me contente de commenter ses dessins, elle accepte mes commentaires. Alors, on ne passe pas toutes les séances comme ça, mais il est là tout le temps, ce chat. Hein. C'est le fil rouge de notre histoire. Est-ce que c'est ça qui permet ensuite le travail oui. avec Héloïse? Oui. Oui. Il faut le chat d'abord et ensuite... Ensuite, on peut passer à autre chose. D'autres activités qui vont lui proposer. Oui. Enfin, vient le moment où elle m'implique dans son travail. Je dis enfin parce que je trouvais un peu le temps long quand même, des fois. Elle me demande, un jour, enfin, plus exactement, elle me donne pour consigne de dessiner selon ses indications. Tu dessines un chat jaune, c'est la maman. Et là, je fais son bébé. Donc, on dessine toutes les deux sur la même feuille. Ce qui est une avancée parce qu'elle accepte que je rentre dans son dessin. Enfin, que j'y mette ma patte. Donc, on a un grand chat et un petit chat. Une maman chat et un bébé. Elle les compare alors point par point. Elle explore les ressemblances et les différences en s'appuyant sur des détails mais qui sont essentiels pour elle. Le nombre des moustaches, la forme des sourcils, la forme de la bouche, comme dans un face-à-face.
puisqu'elle m'a donné la permission de dessiner, j'introduis dans nos dessins communs sa représentation, la représentation de Louise dans nos dessins communs. Ça va être encore un nouveau truc. Alors. Oui. Parce que là, ce moment aussi est important, je crois, ça donne... Parce que qu'est-ce qu'elle... Au fond, que cherche Louise quand elle demande à Florence de dessiner un chat et qu'elle lui donne des indications aussi précises. Dessiner qu'elle prenne en charge la maman, c'est ça, et elle prend en charge le bébé. Alors ça, évidemment, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté d'introduire dans dans la rencontre des éléments extrêmement vivants, il faut bien dire les plus vivants qui existent pour la venue au monde d'un enfant. Il y a une maman et un bébé. Au fond, ça a une valeur symbolique, disons, très forte. Ça. Et donc, mais pour faire ça, elle fait un travail cognitif très précis que l'on retrouve extrêmement souvent, justement, dans le travail d'enfants autistes, c'est-à-dire que, au fond, puisqu'elle ne dispose pas, semble-t-il, du concept de chat. Le concept de chat, ça permet de loger tous les chats du monde et on n'est pas obligé de les dessiner pour voir qu'ils sont différents. On peut dire qu'il y a telle race ou telle race ou telle race. Bon. Là, elle a besoin de passer par l'image du chat qui est identique et qui est comme au fond, comme un simili-concept. Elle arrive à faire, elle cherche, disons, on va dire qu'elle cherche une règle de formation de ce que c'est que chat, qu'être chat. Être chat, c'est avoir des moustaches de tel type, c'est d'avoir les sourcils de telle façon, c'est d'avoir la bouche de telle façon. Et en même temps, on comprend qu'elle est en train de traiter la question qu'est-ce que c'est d'être le bébé d'une maman. C'est-à-dire, est-ce qu'on est identique, est-ce qu'on reflète, voilà, toutes ces questions qui animent chaque enfant. Mais pour elle, on voit le trajet complexe qu'elle est amenée à faire pour se confronter à cette question fondamentale pour un enfant. C'est ce que je trouve évidemment assez radical. Dans la rigueur, ça montre aussi la rigueur des enfants autistes. Alors, évidemment, là aussi, ça peut être taxé de stéréotypie, etc. Mais c'est une rigueur fondamentale qui est à respecter au début. Ce qui n'empêche pas de mettre son grain de sel, encore une fois, et qui peut devenir un petit grain de sable pour que ça ne tourne pas toujours pareil, puisque vous allez introduire quelque chose de nouveau. Oui, le dessin de Louise. Donc, je vais donc introduire la représentation de Louise dans nos dessins communs, en espérant l'aider à trouver une marge de manœuvre dans son identification à l'animal. Par chance, elle s'en empare et elle commence à se représenter elle-même sous les traits d'une fillette accompagnée de tigresses. Et elle initie alors une série de fresques qu'elle fabrique avec des feuilles assemblées côte à côte, où on les voit, elle et sa chatte, monter l'escalier pour aller se coucher dans la chambre de Louise. On la voit régulièrement raconter une histoire à son chat avant de s'endormir. Ça c'est formidable aussi. Parce qu'enfin, c'est après coup, c'est-à-dire quand même, ça fait combien de temps que vous la voyez ? Là, ça fait presque 1 an. Ça fait 1 an que vous la voyez. Cet enfant réussit, grâce à son dessin, c'est une histoire de chat, à faire saisir l'angoisse, au fond, qu'il y avait pour aller se coucher. Qu'est-ce que c'était que monter dans la chambre pour dormir et la fonction du chat. À quoi lui servait le chat ? Au fond, pour la rassurer, non pas simplement comme un doudou, comme tous les enfants peuvent en avoir, mais au fond, beaucoup plus fondamentalement, on le retrouve ensuite dans les témoignages d'autistes qui ont grandi, le fait de savoir que le lendemain, en retrouvant le chat identique à lui-même, l'enfant se rassure que lui-même est identique à celui
qu'il a laissé, qu'il était avant de s'endormir. Il y a une grosse difficulté de sommeil quelquefois chez l'enfant autiste parce qu'il y a cette angoisse de ne plus être le même au réveil. C'est quelque chose, là aussi c'est une logique que l'on peut rencontrer soi-même d'ailleurs quelquefois dans les moments de grande difficulté, mais que lui-même qu'il rencontre de façon très régulière. Et là, Louise explique à Florence au fond ce que c'était enfin comme travail pour elle. Et elle le fera longtemps aussi, ce dessin-là. Hein. Enfin, ça va être quelque chose. Enfin, quand je disais un an, ça fait une année scolaire. Hein. Ça doit arriver en mai ou juin de l'année scolaire dans laquelle j'ai commencé à la rencontrer. Et là, à partir de ces fresques, elle commence à raconter ce qui se passe à la maison, les moments forts de sa semaine. Elle commence à s'animer. Un échange avec la maîtresse en fin d'année scolaire m'apprendra qu'elle est plus présente dans sa classe. Elle prend la parole si on la sollicite prudemment et ne reste plus isolée en récréation. Elle a établi un lien avec 2 fillettes de sa classe. Donc, elle a beaucoup progressé dans sa façon d'être avec les autres, sans beaucoup me parler, mais... Elle dit des choses importantes. Elle dit des choses importantes. Elle ne dit pas beaucoup, mais elle dit des choses très importantes. Elle va ensuite rentrer au CP l'année suivante, accompagnée d'une AVS, cette fois-là. En séance, elle poursuit son travail d'exploration des questions essentielles qui la traversent. Et le chat nous sert toujours de fil rouge. L'appropriation de l'écrit par Louise sera très personnelle et spécifique. Ce qui l'intéresse, c'est la lettre et ce qu'elle y repère. Elle va prendre la lettre comme élément de comparaison entre elle et l'autre. Après avoir écrit son prénom, celui de sa sœur et celui de Tigresse, elle m'indique les différences et les similitudes entre les 3 prénoms. Elle a telle lettre, moi j'ai telle lettre. Elle commence à prendre un peu de champ. Elle met les points sur les i. Aussi. Alors, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la forme des lettres. Le Y, tout spécialement, sa lettre fétiche. Le premier mot qu'elle écrit en séance, c'est le mot lynx, écrit en majuscule. C'est pas le mot le plus simple. C'est un super mot pour le Scrabble, ça. Voilà. Ses parents m'expliqueront qu'elle aime beaucoup le jeu du lynx, où il faut repérer les images sur un plateau de jeu. C'est un jeu qui existe. Oui, le jeu du lynx, c'est un jeu avec tout un tas de petites images où il faut être le premier à repérer l'image qui est demandée. Et quand elle m'écrit lynx, elle commente ce qu'elle vient d'écrire. Ça, c'est le Y. Il pique. Et puis le X, c'est barré. Elle donne vie aux lettres en ce début de CP. Elle leur donne un sens aussi. Plus tard, elle leur donnera même une identité sexuelle. T, c'est un garçon. B, c'est une fille. Elle ne me donnera pas le code qui permet de différencier la lettre garçon de la lettre fille. Elle sera la seule à le connaître. Là, je n'ai jamais su. Elle m'apprendra des choses, mais pas ça. Pendant cette période, c'est elle qui m'enseignera la lecture, me montrant comment on associe les lettres entre elles, puis les syllabes. Je ferai beaucoup de dictées sous l'œil attentif de Louise. Elle me dicte des mots, elle me dicte des phrases, elle me dicte des syllabes. Et Louise devient la maîtresse des mots. Et c'est ainsi que je sais qu'elle a appris à lire. Elle ne lit jamais devant moi. Elle repère des mots, je sais qu'elle les a compris, mais elle ne me montre jamais qu'elle sait lire. Et en classe, c'est difficile aussi de montrer qu'elle sait lire. On s'arrête un peu là-dessus.
Oui, c'est évidemment fondamental. Je crois que je le disais tout à l'heure, la ressource que cet enfant et beaucoup d'autres trouvent dans l'écriture, mais vous voyez sur un mode particulier. Au fond, elle ne s'embarrasse pas de méthodes syllabiques ou bien alphabétiques ou que sais-je. Ce débat n'est pas celui de Louise et d'une certaine façon, là aussi, elle retrouve, à sa façon, le caractère, disons, poétique et inventif que certains dessinateurs peuvent avoir quand ils construisent des abécédaires, quand ils donnent vie à des lettres. On voit ça, des livres de Claude Ponty ou d'autres. Enfin, c'est toujours les poètes comme ça, ou les artistes viennent rencontrer cette sensibilité-là, c'est-à-dire que c'est des petites bêtes, ces lettres qui ont une vie propre. Je crois qu'il y a un dessinateur qui est décédé il n'y a pas longtemps, là, qui avait Fred, je crois, qui avait ce personnage de Philémon, je ne sais pas, c'est de mon époque, mais peut-être que vous connaissez, il avait inventé comme ça une histoire qui a duré longtemps, un dessin sur la vie des lettres dans les lettres de l'océan Atlantique, qui vivaient dans le A de Atlantique, par exemple. Comment on passait d'une île à une autre. Enfin, bon, voilà. Et donc, au fond, elle a ce mode de faire. Alors, c'est une grande adepte aussi de la planète des alphas, que vous devez connaître. Et oui. Avec la poupée, j'avais dans mon bureau une poupée avec des tresses. Et elle l'avait baptisée U. Et longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Et puis, je me suis souvenu que dans la planète des alphas, le U, c'est une petite fille avec les tresses relevées. Ah, en l'air. En l'air, oui, voilà. Oui. Alors, en bas, ça doit être le N. Elle l'appelait U, en tout cas, cette poupée. Sans doute c'était N, elle ne m'a jamais dit c'était Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes... Voilà. Donc voilà, il fallait vraiment que ça représente quelque chose pour que ce soit que ça lui parle. Il y a vraiment des méthodes très diverses. Je suis pendant longtemps un jeune garçon comme ça qui se rendait chez moi. Là, c'était dans mon cabinet, un garçon qui était suivi dans un centre de jour. Il se rendait chez moi en autobus sur la ville de Bordeaux à l'époque où les autobus, ça existe encore bien sûr, les autobus, mais les autobus étaient désignés surtout par des lettres, hein, A, B, etc. Et au fond, il était devenu un connaisseur formidable de toutes les lignes d'autobus de Bordeaux, qu'il utilisait d'ailleurs, qui s'amusait à les prendre, aux grandes dames de ses parents, mais c'était un jeune homme déjà un peu âgé, et quand il arrivait chez moi, après avoir fait ses trajets en autobus, il était l'autobus. Il était le A, je suis le A. Alors il vibrait, il faisait tous les bruits de l'autobus, mais ce qui était... Alors, j'accueillais ça et on parlait du A qu'il était devenu, le temps qu'il fallait avant de passer à autre chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, il a appris à écrire et à lire. C'est-à-dire, avec ça, il s'est fait son abécédaire personnel. Ça commence avec les bus. Alors évidemment, devenir un bus, ça paraît... c'est pas formidable, etc. Et alors... je n'ai pas contrarié, mais tout seul, après, il s'est servi des initiales, des prénoms de ses éducateurs. Là, c'est devenu plus vivant, plus proche, pour continuer son travail d'assimilation de ces créatures des lettres qui lui ont permis justement de devenir un lecteur, quelqu'un qui est un scripteur. Je sais pas, on dit ça, scripteur? Vous voyez, parce que le mot qui m'est venu, c'est écrivain, mais je ne sais pas s'il est devenu écrivain. Et donc, c'est des modalités tout à fait originales et qui peuvent tout à fait être utilisées dans une classe parce que pour d'autres enfants, ça peut là aussi indiquer quelque chose de justement. C'est pas si l'enfant autiste s'en sert, c'est parce que dans l'écriture elle-même, dans les lettres, il y a cette potentialité qu'on ne voit pas forcément d'en faire une invention originale, une trouvaille. Un nouvel accident survient. Pauvre tigresse se fait écraser par une voiture devant la maison de Louise.
Elle ne l'évoquera que quelques semaines plus tard. Elle énonce un jour, rapidement, sans me regarder, « Tigresse, elle est partie au ciel. Maintenant, il y a un petit chat noir, Chocolat, il est à moi et à ma sœur. » Sur ce ton-là, très récitatif. Donc sa chatte Tigresse, la fameuse Tigresse qui nous suit depuis le début, ou que l'on suit depuis le début, a disparu. Mais Chocolat est arrivé. Comme si la disparition de Tigresse était effacée par l'arrivée de Chocolat. La place du chat n'est plus vacante. Cependant, elle va continuer à chercher. La fenêtre du bureau où nous travaillons donne sur un jardin où passent régulièrement des chats du voisinage. Louise semblait jusque-là ne pas y prêter attention, mais durant cette période, elle vérifie à chaque début de séance si on peut voir le chat par la fenêtre. Oh, le petit chat, il n'est pas là. Elle a ainsi parcouru le trajet du chat puzzle de notre première rencontre au chat dessin, puis au chat vivant, et qui peut disparaître. Très calmement, une autre fois, elle me confie, mais assez longtemps après. Tigresse, elle est morte. Elle est plus vivante. Mais nous, on est vivants. Mais après, on sera mort, je ne sais pas quand. Je pense que là, on peut peut-être s'arrêter. Oui, c'est vrai que c'est un point important, parce que comment, justement, intégrer, déjà, ça n'est pas facile pour quiconque d'intégrer la question de la disparition définitive d'un être qui est proche. Là, le chat de cet enfant. C'est bien pour ça que dans la langue existe un mot qui s'appelle le deuil pour désigner cette opération tout à fait singulière de comment on se débrouille plus ou moins bien avec la disparition d'un être vivant qui a occupé pour nous une place fondamentale. Alors on a compris que pour Louise, cet être vivant particulier qui était sa chatte a occupé une place d'auxiliaire, vraiment d'auxiliaire de vie, oui. Véritablement d'auxiliaire d'apprentissage et de part angoisse aussi, de défense contre l'angoisse par rapport aux situations nouvelles. Et voilà qu'elle lui fait défaut puisqu'elle n'est plus là. Et c'est évidemment quelque chose certainement de très difficile à encaisser pour elle. Elle ne le montre pas, mais par sa réflexion, en s'appuyant sur la séance d'orthophonie, par sa réflexion régulière, il n'est pas là le chat, on voit qu'elle recherche quelque chose qui va être susceptible de s'inscrire, et ça lui permet, semble-t-il, en se servant des expressions convenues que l'on propose aux enfants. Elle est morte, elle n'est plus vivante, nous on est vivants, et après on sera mort, je ne sais pas quand. Elle peut se servir de ça pour désigner, pour border cet événement. C'est beaucoup parce que quelquefois ce type d'événement crée pour l'enfant autiste un grand désespoir intérieur pour lequel il n'a pas les mots pour border justement, et qui peut se traduire par une resurgence de symptômes ou de grande détresse. Elle prend alors l'habitude de se cacher. En début de séance, elle disparaît ainsi de mon champ de vision. Elle se glisse sous le bureau, en faisant très attention à laisser visible un pied, une jambe, une partie du corps, qui l'assure que je vais la retrouver. C'est assez constant, ça, chez les enfants, les petits autistes, se cacher. Pour Louise, ça arrive après la disparition de Tigresse. Donc mais elle fait très attention à ce que je la retrouve. Je la cherche à chaque fois, mais pas trop longtemps pour que ce ne soit pas angoissant. Quand je la retrouve, elle est très joyeuse. Et elle aime raconter à sa mère, en fin de séance, dans ce qu'elle nomme la salle d'entente. Désolé. Maman, j'étais cachée et elle m'a retrouvée. Merci.
Merci beaucoup, Florence. Peut-être faut-il déjà que viennent vos questions, il faut les intégrer aussi à cette présentation qui essaye d'approcher au plus près, de s'approcher au plus près de ce qui se passe pour l'enfant lui-même et de comment, dans situation de professionnel, on peut accueillir, accompagner, intégrer, marcher, comme je disais dans le titre, pas à pas à ses côtés, ce qui ne veut pas dire ne rien faire, au contraire, puisque c'est une présence très, très active. Bon, tout d'abord, un grand merci. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions et j'ai pris beaucoup de notes parce que j'ai beaucoup à apprendre, mais beaucoup de choses, en fait, ont rebondi sur des choses que je connais un peu mieux, qui sont celles du langage. Oui. Et notamment, quand vous parliez d'un travail cognitif précis sur le travail du dessin très précis du chat, je suis attentif quand vous disiez en fait qu'il n'y a pas de concept de chat, il faut qu'elle passe par l'image, que Saussure appelle le référent. Donc avant d'accéder en fait au signifié, qui est la partie en fait on va dire conceptuelle du signe linguistique, qui peut être acoustique quand on dit chat ou quand on écrit le mot chat, pour y accéder et pour donc maîtriser cette partie-là, elle a besoin de passer par ce que Saussure appellerait peut-être le référent, donc un travail en fait de représentation. Et en fait la partie médiane qui permet d'accéder de l'une à l'autre, c'est la partie du signe acoustique ou la partie de la graphie qui est celle de la langue, de la façon de pouvoir parler. Et en fait, si j'ai bien saisi ce que vous disiez au travers de ce très bel et long épisode, mais très beau, très bel épisode de cette petite fille, c'est cette incapacité en fait à inventer la langue, à s'approprier la langue de notre langue, alors la langue de scolarisation quand nous sommes à l'école et la langue maternelle quand on est en famille, ou la langue sociale, la langue en fait du groupe, et de ne pas pouvoir faire la jonction finalement entre ce concept qui est universel, on va dire le concept en fait qui nous fait rentrer dans l'inclusion scolaire ou cognitive ou sociale ou familiale, l'inclusion au groupe, et puis sa façon à elle de pouvoir partir de ce qu'elle est. Et j'étais très attentif avec l'exemple que vous donniez avec ce petit Owen et son vocabulaire Walt Disney, très attentif de voir en fait que vous-même étiez attentif, et Florence, vous étiez attentive. Et je crois qu'à nous aussi de l'être, en partant du vocabulaire, de la façon d'appréhender le langage qui est celui de l'enfant. Et ça prendra du temps, mais c'est cette attention très précise à la façon de pouvoir parler ou de pouvoir savoir quelle est la façon de parler de l'enfant que l'on arrivera à l'inclure ou à le faire rentrer dans les activités alors cognitives ou langagières, parce que je m'aperçois finalement qu'à la fin, Héloïse, non seulement est capable d'expliquer comment on entre en langage, comment on associe tel graphème à tel phonème, telle lettre, mais aussi elle est capable à son tour d'expliquer puis des choses finalement qui sont relativement compliquées. Expliquer la disparition ou la mort, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire ou se représenter. Donc c'est ça qui m'a vraiment fasciné dans cette longue représentation par cette petite fille. Et effectivement, elle ne me le dit pas, elle me l'explique, oui, la disparition. Alors, je ne sais pas si la vidéo peut prendre en compte des questions, mais si vous avez des questions ou des commentaires, je peux m'en faire le truchement, au sens sémitique du terme. Donc, je vais en fait traduire, c'est-à-dire reprendre votre question si vous avez des commentaires ou des éléments. Peut-être des éléments par rapport à ce que vous vivez en classe. Oui. Peut-être que ça fait rebond, peut-être avec des préoccupations, des éléments que vous vivez en classe, que vous voyez en classe, que vous accompagnez, ou être en difficulté d'accompagner en classe. C'est peut-être ça qui peut être un point de départ. Important, oui. Oui, madame. Moi, j'aurais voulu savoir si vous aviez un lien pendant cette prise en charge, un lien avec les enseignants Oui. qui accueillaient. Alors, Oui. quel est le lien avec les enseignants? Excusez-moi, je Quel reprends. est le lien et dans quelle mesure le travail que vous avez mené avec elles sur ce temps assez long, on voit que ça a porté ses fruits, on s'entend. J'allais reprendre. Quel est le lien en fait que les praticiens ont avec les enseignants? Quel est le lien qu'ils ont avec les enseignants et comment? Parce qu'on voit que le travail que vous avez mené, mais pas uniquement, j'imagine que ce n'est pas uniquement votre travail qui a fait qu'on voit ces évolutions dans le cadre de l'école. En Elle effet. commence à communiquer, à tisser des liens avec des pairs, Oui. à répondre aux sollicitations sympathiques de sa maîtresse. Et donc, en fait, c'était...
quel lien et dans quelle mesure vous avez pu faire transférer des choses que vous avez travaillé avec Louise dans le cadre de l'école? Alors, les liens, c'était soit téléphonique, quand il y avait quelque chose qui se passait pas très bien à l'école, ou quand la maman me rapportait quelque chose qui avait été difficile pour Louise, et que Louise était d'accord pour que je contacte et que je parle avec sa maîtresse, on échangeait. Et aussi, il y avait les équipes éducatives. Moment important, parce que là, les parents étaient présents, les enseignants, donc vraiment on échangeait sur ce qui se passait à la maison, à l'école et dans les séances d'orthophonie. Ça, c'était assez riche de pouvoir faire cet échange-là. Le transfert, c'est pas comment vous dire, c'est pas nous les thérapeutes qui l'initions, c'est l'enfant qui le crée. On peut dire comme ça. Oui, je pense. Hein? C'est-à-dire que c'est elle qui a... on ne lui a pas appris à faire ce transfert, si vous voulez. Ça ne s'apprend pas, je crois. C'est peut-être pas votre question. Excusez-moi. C'est que si vous aviez décodé un certain nombre de choses chez cet enfant qui aurait pu servir... Voilà, D'accord. C'est plutôt dans ce sens, D'accord. ce transfert-là. D'information. Oui, d'information. Voilà, d'information, de clés, d'outils. Alors, des outils peut-être pas. Mais... L'idée, c'est l'accueil Oui, de l'enfant. voilà, oui. Alors, quelles sont les clés? Je reprends. Quelles sont les clés en fait que vous avez pu observer et découvrir avec la longue pratique avec cette petite fille et que vous avez pu ou vous auriez pu ou avez pu transférer aux éducateurs qui sont, alors parce que je vois aussi qu'il y a un AVS, mais aussi l'éducateur premier qui est la maîtresse ou le maître d'école. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est mettre l'accent sur la difficulté de répondre à une demande dans l'immédiat. Hein, la demande, quand il y a réponse, elle est vraiment différée, mais même différée loin, hein, des fois. Ça, je crois que déjà, quand vous savez ça... Transmettre ça. Quand on a ça en tête, c'est plus simple pour tout le monde. Enfin, pour l'enfant, pour l'enseignante peut-être. La latence, la difficulté d'entendre une demande. Hein, la position, quand je vous disais que quelquefois que je sentais qu'elle était angoissée, je ne m'adressais pas en la regardant directement, mais en me plaçant un petit peu de profil, enfin la position corporelle vraiment qu'on a en s'adressant, que j'avais en m'adressant à elle, ça c'était important. Et ça, la maîtresse a pu s'en emparer, enfin s'en servir. Oui, l'expérience que je peux avoir de travail avec les enseignants en me déplaçant dans les écoles, dans les collèges, par rapport à des situations soit que je connais, soit pour lesquelles on fait appel à moi, c'est de cet ordre-là. C'est au fond d'à partir des difficultés rencontrées par tel professeur des écoles, comment transmettre ces éléments de logique à la fois dans le comportement, dans le langage et dans la cognition, telle que nous en avons parlé aujourd'hui. Par exemple, là, pour Louise, ça n'est pas évident, mais souvent, un enfant autiste, même en classe, a un objet particulier, un objet qui compte beaucoup, et on peut, à partir d'exemples très précis que souvent la maîtresse ou le maître a remarqué, montrer comment, en s'appuyant sur l'objet lui-même, sur l'auxiliaire, au fond, en parlant à l'auxiliaire, faut apprendre à parler à un objet, c'est pas toujours facile quand on est une grande personne, mais on peut faire cet apprentissage, c'est pour peu qu'on a un petit peu gardé un esprit d'enfance, et puis ça permet d'étendre la relation avec l'enfant, de ne pas le mettre dans une situation de demande immédiate qu'il ne peut pas supporter. Et donc on va demander à la peluche qui est là, on va parler avec la peluche, on va lui demander ce qu'il en pense, enfin dialoguer avec une peluche le temps qu'il faudra, jusqu'au moment où l'enfant lui-même va se couler dans ce dialogue. C'est parce que c'est difficile aussi pour les AVS. J'ai participé, enfin j'ai initié la formation des AVS au début sur le rectorat de Bordeaux, à la demande du inspecteur spécialisé. Il y a des situations très difficiles pour les AVS, d'accompagnement des enfants autistes. Je me souviens comme ça
un enfant autiste, détail particulier, il fallait que vraiment il y ait une distance respectée, distance physique extrêmement importante, sinon il n'arrêtait pas de péter. Et donc il s'était empesté autour de lui, donc on ne pouvait pas l'approcher. Lui, c'était radical, la défense. Donc le temps de saisir ça, par exemple, ça permettait ensuite de commencer à parler là, à un mètre, et puis à partir de là, les choses, évidemment, se sont apprivoisées petit à petit. Bon, je pense avoir saisi votre question, mais je ne sais pas si on peut, c'est une question aussi que je vous pose, est-ce qu'il y a des clés, on va dire, pas universelles, mais des clés qui sont bonnes pour tous les enfants qui seraient diagnostiqués? Je pense que ce n'est pas la question qui était posée. En revanche, dans les éléments que vous venez d'apporter et dans ce que vous disiez, mais ce que vous venez de dire, en fait, reprenez un certain nombre de choses. Quand, par exemple, la petite fille était angoissée, vous êtes mis de profil, vous avez parlé doucement, vous avez parlé à la troisième personne, donc vous avez mis en place une sorte de triangulation. Qui est celle soit de la peluche, du doudou, ou de la petite. Donc cette triangulation-là a permis finalement de continuer à être dans une communication, mais de manière non frontale ou non brutale, et qui est finalement à distance temporelle ou à distance finalement par médiation. Donc c'est peut-être ce sont ces éléments-là qui sont à prendre. Après, est-ce que ce sont des clés universelles ou des clés, des couteaux suisses qui marchent à tous les coups? Je ne pense pas. Et c'est peut-être ça la difficulté finalement. Mais c'est peut-être pas ça votre question exacte. Est-ce que vous pouviez peut-être la reformuler? C'est mis en place entre la spécialiste et l'enseignant pour permettre à cet enfant d'être mieux d'avancer. Tout à fait. Donc quels sont les retours finalement que l'enseignant peut escompter de la part de personnes qui suivent l'enfant en milieu extrascolaire, qui permettront donc en milieu scolaire de mieux travailler l'inclusion, l'entrée dans les cognitions, les apprentissages? Alors sur le cas de cette petite fille, est-ce qu'il y a un retour ou sinon est-ce qu'il y a d'autres retours? Oui, il y a eu un retour. Parce que la maîtresse était très inquiète, en grande section, hein, était très inquiète des apprentissages. Elle pensait que les apprentissages ne se faisaient pas parce qu'Héloïse ne montrait pas. Voilà. Et quand elle a été rassurée sur ce point-là, parce que, par exemple, à la maison ou en séance, elle donnait à voir ce qu'elle savait. Et quand elle a su ça, elle a été plus rassurée et elle laissait plus de temps à Héloïse et elle lui faisait plus confiance. Et Héloïse a pu lui montrer plus tard. Voilà. Ça a été un élément important parce que la situation se bloquait et la maîtresse pensait qu'elle n'assimilait rien, qu'elle ne prenait rien. De ce qui se faisait en classe, ce qui n'était pas vrai et c'était important qu'elle le sache, quoi. Parce que, quelle serait votre attente à vous par rapport à ça? Si. Moi, j'enseigne plus. Mais justement, c'était de savoir si ce transfert de compétences, dans l'acquisition de compétences, dans la connaissance de cet enfant-là particulier, je voulais savoir juste comment. Je ne sais pas si ça peut se poser comme ça, justement, parce que, si vous voulez, il y a la possibilité, vraiment, on voit la richesse des conversations qui situent le travail de l'enfant, qui situe sa façon de se situer par rapport aux choses, le fait que l'orthophoniste a saisi que cet enfant lisait, peut le transmettre, etc. Mais ça n'est pas, à proprement parler, ce que vous appelez transfert de compétences. Si vous voulez, chacun, à sa place, exerce son job, d'une certaine façon. Et donc, d'abord, les enseignants ne sont pas forcément demandeurs Alors, est-ce qu'elle nous a... Pas forcément. Demandeurs de compétences, je dis. Ici, oui. Globalement, l'ensemble des enseignants qui accueillent les enfants diagnostiqués autistes sont demandeurs parce qu'ils n'ont aucune formation de base sur l'accueil de ces enfants. Oui, mais demandeurs de quoi? C'est pour ça que vous me permettez de vous poser la question. C'est ça qu'il faut... Appréhender l'enfant, de mieux le comprendre pour pouvoir mieux l'appréhender. Donc ici, La question qui a été posée, c'est quel lien l'orthophoniste a pu mettre en place avec l'enseignant pour aider cet enseignant bien sûr. à mieux comprendre l'enfant et donc à mieux l'accueillir et à mieux lui permettre justement d'entrer dans les apprentissages et de lui montrer les compétences qu'elle a.
Donc ici, vous pointez en fait une absence de formation, on va dire initiale, ou au fil de l'eau, une absence de formation initiale. Bon, c'est un peu le cas de la boussole, elle est là pour apporter ce complément. Et au-delà de ça, n'étant pas dans une formation initiale, donc l'attente en fait des praticiennes, des orthophonistes ou des personnes qui suivent en milieu extrascolaire et à la demande des parents et parfois des enseignants ou du groupe scolaire, ces enfants diagnostiqués autistes, des retours en fait qui peuvent permettre de mieux inclure ces élèves dans la classe. Bon, avec la distinction que les contextes sont bien différents et que les pas en avant qui peuvent être faits dans un contexte ne sont pas forcément transférables, si j'ai bien compris, à d'autres. Bien sûr. Enfin, moi, je suis référente et dans le secteur où je suis, il y a énormément d'enfants autistes. C'était juste pour faire avant, parce que en gros, le titre de la boussole d'aujourd'hui, c'était l'accueil d'un enfant autiste dans la classe et comment marcher avec lui pas à pas. Ça participe de ça, c'est-à-dire ce lien entre les différents professionnels et pas seulement à l'occasion des ESS, donc des équipes de suivi de scolarisation, qui n'en ont quand même qu'une fois par an, et c'est très peu. Donc c'était aussi très pratico-pratique ma question. Comment le lien se fait et comment l'échange se fait, parce que j'entends bien que l'échange il n'est pas unique, il n'est pas unilatéral, hein. Il n'y a pas que l'orthophoniste, le pédopsychiatre qui apporte à l'enseignant. Oui, tout le monde apporte tout à fait. Tout le monde. Mais c'était justement comment concrètement ça se met en place et l'information circule. Alors ça tout passe. Ça, toujours dans le même objectif. Voilà. Ça passe aussi par les parents également. Ça passe aussi par la famille qui peut transmettre les changements. Enfin, si vous voulez, il n'y avait pas de calendrier d'échange. Voilà. C'était pas, en tout cas, c'est peut-être qu'il y a d'autres orthophonistes qui pratiquent comme ça, mais moi, j'entrais en contact avec l'institut ou l'enseignante entrait en contact avec moi quand il y avait problème, et puis on en discutait ensemble. Voilà. Mais il n'y avait pas c'était pas préétabli. On vous écoute. Merci. Moi, je crois que pour revenir sur ce débat-là et sur un peu le dilemme là, qui sous-tend ce débat, je crois en reprenant là, ce que tu disais de Benveniste, là, sa si jolie phrase du début, qu'il y a une révolution culturelle mais profonde à mener, enfin qu'on commence à mener. Et je ne suis pas sûr que le terme d'ailleurs inclusion soit le signifiant le plus pertinent pour rendre compte du réel de l'enjeu autour de ça, c'est-à-dire celui de la différence plutôt que du pareil ou de l'égalitaire, hein, parce que ça pose des problèmes de fond. Alors déjà sur le plan des apprentissages cognitifs, comme tu le posais, et puis ensuite, dans ce que vous dites, c'est-à-dire quels sont les tours de main, les techniques qui nécessitent un très long apprentissage. Moi, je me rappelle dans une autre vie que j'ai été psychologue clinicien et que je travaillais à Bonneuil avec Maud Manoni. Voilà. Et je veux dire que la première fois que j'ai passé la nuit dans un dortoir d'enfants psychotiques autistes, le lendemain, j'avais une crise d'asthme. J'étouffais. Je veux dire que j'ai jamais vu, je n'ai pas connu de façon extérieure des nuits plus terrifiantes que celles des autistes. Et ça, cet apprentissage-là, alors dans le cadre de la classe, mais ce qui va se passer, je veux dire que c'est pas une transmission, un transfert d'informations qui permet ça. Je vois pas comment on peut faire pour permettre ce changement culturel de fond avec les outils actuels d'apprentissage que nous avons et qui sont dominants dans l'éducation nationale. Je veux tout simplement dire celui de la logique de la transmission d'informations. C'est la logique cognitive dominante dans l'éducation nationale. Et ce que votre étude de cas, hein, l'analyse très fine que vous posez à partir de... j'ai oublié son prénom. Oui. C'est que l'enfant autiste, alors on peut parler de l'enfant autiste, mais il n'y a pas que l'autiste. Hein. Même l'enfant non autiste apprend peut-être autrement que par digitalisation et par logique sémiotique, par transmission de signes. Et ce que j'entends moi plus, c'est l'apprentissage, un des apprentissages que nous avons à faire fondamentalement, nous les enseignants, les universitaires,
les formateurs, les pédagogues, c'est peut-être prendre en compte ce qui relève de l'imagination symbolique chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le jeune adulte, et c'est plus sur le plan cognitif, c'est moins des logiques de digitalisation que des logiques analogiques. C'est l'analogie qui est au cœur même de l'apprentissage. Et on ne sait pas faire. On ne sait pas prendre en compte ça. Parce qu'on n'a pas été formé à ça. Par exemple, le rapport entre le P, l'homme, et le B, la femme, je veux dire que ce sont des rapports métaphoriques qui sont auto-référencés, c'est-à-dire très personnels, très propres à chacun. Voilà. Et je veux dire que je ne vois pas de différence entre un enfant autiste et un enfant normal dans certaines formes d'apprentissage. Bien sûr qu'il masque, parce qu'à l'école, il n'a pas le droit de le dire. Ou de montrer que c'est comme ça qu'il apprend. Alors bien sûr, il masque, il apprend le discours de la méthode, que nous lui apprenons, que nous lui transférons, que nous lui transmettons. Mais je veux dire que si on veut relever le défi de l'accueil de la différence, il va bien falloir prendre en compte ce qui est très connu quand même en sciences de l'éducation depuis très longtemps, en linguistique, à savoir ces processus qui sont d'un autre ordre, que Jean-Pierre Durand, je crois, appelait l'imagination symbolique. Et alors ça nous pose alors après sur un autre plan qui est plus là institutionnel et organisationnel un autre problème de fond, c'est que je ne vois pas comment, au vu de ce que vous avez témoigné, du temps pour accompagner, du temps pour comprendre, hein, je ne vois pas comment dans le cadre de l'institution éducative, on peut prendre le temps, prendre le long temps, prendre le temps de latence, alors qu'on est majoritairement dans des logiques de performance, d'efficacité et d'évaluation. Oui. Ça, je crois que ce sera le problème institutionnel et organisationnel le plus délicat. Au-delà des bons discours et des jolis discours. Oui, ça si je peux me permettre de vous interrompre sur ce point, bien sûr, c'est le challenge certainement du milieu éducatif, mais ce dont nous pouvons témoigner, nous, c'est que le partage d'expériences est possible, que quand nous sommes invités pour parler d'un enfant, pour parler d'une situation, à partir d'une difficulté précise, nous nous déplaçons, que les collègues le font aussi, quel que soit d'ailleurs, et que à ce moment-là, s'invente autour d'une situation précise un moment de partage d'expérience. C'est au fond ce que l'on peut proposer de plus proche de la question que pose l'enfant autiste lui-même, qui respecte aussi sa façon d'être dans le monde, qui respecte et qui est attentif, disons, à la part d'angoisse qui est le sien. Par exemple, le fait que ce terme d'inclusion nous est imposé de l'extérieur à tous. Bon, il existe, pas, pour le moment c'est ainsi, mais le fait que dans une école, il puisse y avoir un lieu où, alors des fois il y a des classes Ulysse, c'est ce lieu-là, mais qu'il y a un lieu où l'enfant puisse se mettre à l'écart un peu, lui tout seul, c'est déjà un truc extraordinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose dans le moment où... Il faut savoir qu'il y a au niveau des bruits, au niveau des cris, enfin une cour de récréation, ça n'est pas rien. Les enfants autistes, il y a quelque chose d'insupportable au niveau de ce qui est de l'entendu. Et donc, de pouvoir se mettre un petit peu à l'écart, permettre ensuite, hop, de repartir, de se reconfronter au monde humain partagé, qui n'est pas toujours facile. Hein. Je crois que vraiment c'est ce type de réponse que nous pouvons faire. Je ne sais pas vous questionner là-dessus. Moi, je suis persuadé que vous avez une utilité centrale dans ce processus-là d'accompagnement. C'est les moyens, c'est une goutte d'eau dans l'océan du changement et des moyens de l'accompagnement qu'il faut faire au sens global, vous vous rendez compte ? Voilà.
Alors, un jour, j'ai fait le calcul avec des étudiants du temps scolaire. Et je pense que quand on est en cycle 3, par exemple, on est dans les 9% du temps biologique. Donc, ça veut dire que 90 à 92% du temps biologique, en fait, n'est pas le temps scolaire. Donc, le temps d'éducation n'est pas strictement non plus dans le temps scolaire. Il est avec les pères, avec les parents, il est dans le temps avec d'autres éducateurs ou d'autres lieux, finalement, de médiation. Bon. Mais certes, le temps scolaire, c'est le temps le plus global et le plus commun, et peut-être d'ailleurs le seul temps de savoir comment est partagé. Après, peut-être une question, mais peut-être une question un peu de béotien, mais je fais exprès de la poser. On a bien souvent des mauvaises interprétations quand on est professeur des écoles ou maître ou professeur de collège. On peut avoir des mauvaises interprétations de comportement d'élèves. Et donc faire finalement une mauvaise interprétation, le mauvais geste ou la mauvaise parole par rapport à ce qui ne devait pas déclencher le mauvais geste ou la mauvaise parole que l'on a pu avoir. Et donc quels sont les signes ou les signaux en fait que l'on peut avoir quand on n'est pas formé, comme moi par exemple, je ne suis pas formé, quand on n'est pas formé et qu'on est en classe avec des enfants, et comment peut-on voir en fait des signaux qui montreraient ces éléments alors on a parlé de défense passive, d'impossibilité à rentrer, de difficulté à rentrer dans la vie sociale, ces éléments énigmatiques qui sont ceux en fait d'un enfant diagnostiqué ou d'un adolescent diagnostiqué autiste. Quels sont les signaux que l'on peut percevoir, que l'on peut lire pour ne pas faire de mauvaises interprétations? Alors, ma question est peut-être mal posée ou non, elle est trop béotienne. Elle est bien posée, mais la dimension paradoxale, c'est que les signaux, c'est d'abord les signaux de notre côté. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque fois, ça c'est une règle d'or, que chaque fois que l'on prête une intention à un enfant très en difficulté dans le monde social, qui est un enfant autiste, qu'on dit il fait ça pour nous embêter, il fait ça parce qu'il veut faire son intéressant, il fait ça parce qu'il veut ceci ou il veut cela, cette interprétation est sûre de tomber à côté. Et c'est habiller l'enfant autiste de notre interprétation, c'est le plus douloureux pour lui. Donc, l'idée, c'est d'être le plus en retrait par rapport à notre interprétation à nous. Alors ça, c'est difficile parce que quand on est enseignant, quand on est professionnel, par exemple, quand on est médecin, on veut soigner. Quand on est enseignant, on veut enseigner. Mais précisément, il faut se priver pendant un certain temps de ce vouloir-là pour justement ne pas passer à l'étape suivante où si on prête trop d'intention à l'enfant, l'enfant ne va pas le supporter. L'enfant ne va pas le supporter et à ce moment-là, eh bien, on a une série de symptomatologies, de stéréotypies, de l'enfant qui se bouche les oreilles, de l'enfant qui sont des mécanismes de défense de l'enfant par rapport à ce trop qui vient de nous. C'est la grosse difficulté du travail avec l'enfant autiste. C'est ce qui nous met à l'épreuve. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'il faut être plusieurs. C'est difficile d'être seul. C'est pas un hasard si on se retrouve comme ça en groupe pour travailler, etc. Parce qu'il faut partager ça. Ça n'est pas... Il n'y a pas... Ça rompt les évidences. Monsieur. Question, s'il vous plaît, c'est par rapport au relationnel. Donc, vous parliez tout à l'heure que pour pouvoir ne pas gêner, Oui. preniez des postures un peu différentes. Oui. Est-ce que l'élève autiste dans une classe, est-ce que les autres élèves vont être aussi amenés à avoir les mêmes attitudes, ou est-ce qu'on peut constater que finalement il y a un peu une gêne avec l'adulte, quoi, finalement, et qu'au milieu d'autres enfants, on peut très bien s'apercevoir qu'il y a des échanges et une vie presque normale. Alors, l'attitude dont je vous parlais d'être en retrait, c'est pour éviter la demande. Quand un enfant autiste est avec d'autres enfants, s'il n'y a pas cette demande pressante, ça peut très bien se passer.
Voilà, donc finalement... C'est ça que vous voulez dire? Oui, finalement, si on restait un petit peu enfant dans une relation avec un autiste, peut-être que ça se passerait mieux. C'est ce que ça, c'est la sais question pas. que je me pose. Par exemple, là aussi, partons de l'expérience, Owen qui s'appuie sur son frère, ici Louise qui s'appuie sur sa sœur. Oui, le dessin animé ne gêne pas non plus. Pardon? Le dessin animé ne gêne pas non plus pour Owen. Oui, il s'appuie sur ça, mais il s'appuie. Finalement, ce qui gêne, c'est l'adulte, j'ai l'impression, dans le discours qu'on entend aujourd'hui. C'est pas l'adulte en tant que tel, c'est l'adulte en tant qu'il l'interpelle, qu'il attend quelque chose de lui. Mais vous savez, dans une classe, dans une cour de récréation, dans les groupes d'enfants, il y a aussi des interpellations et l'enfant est amené à se protéger aussi par rapport à ça. C'est pour ça que je disais l'importance dans une école d'avoir un lieu où quelquefois l'enfant peut se retirer, ne pas forcément être présent dans toutes les récréations parce que ça lui rend la vie difficile, justement. Le temps d'apprendre à être avec les autres. Je ne sais pas si... Non, vous n'avez pas vraiment répondu parce que je voulais savoir si dans un milieu d'enfants, non, on constate... Ça n'a pas de différence. Les autres enfants aussi sont porteurs finalement, également. Peut-être une piste là intéressante dans le comportement adulte et le comportement enfant. Peut-être qu'il faudrait travailler là-dessus. Je ne sais pas, c'est une question. Hein. Moi, je ne suis pas... C'est une sorte de comportement finalement d'adulte et d'enfant. C'est pas qu'une question de comportement que d'enfant. Alors, cette piste s'ouvre à vous et... Mais on retrouve un peu le même phénomène à plein de niveaux de communication adulte-enfant. Bon, mais c'est vrai que là, dans le cadre scolaire, il y a le travail entre pairs et puis le travail finalement entre adultes et référents et puis enfants. Mais écoutez, le temps d'apprendre à être avec les autres est fini pour notre boussole dans tous les cas. Donc un grand merci à vous toutes et tous de votre présence, soit en présentiel, soit par la vidéo en présentiel sur les autres sites, soit plus tard quand vous pourrez regarder cette vidéo. Merci pour vos questions et pour votre intérêt. Et puis surtout un très grand merci à vous deux, Daniel Roy et Florence Cablot, un très grand merci pour votre venue, vos explications, vos éclairages. À bientôt. Merci.